Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 4 avril 2020 pour le 184e rapport de situation sur le Donbass. Un rapport malheureusement principalement axé sur l'augmentation importante des bombardements de l'armée ukrainienne contre la République populaire de Donetsk. Et donc, conséquemment, l'augmentation du nombre de destructions et de victimes, entre autres parmi les civils, et surtout sur l'épidémie de coronavirus dont les premiers cas ont officiellement été déclarés par la RPL puis la RPD cette semaine. Puisque du 28 mars au 3 avril 2020, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 140 reprises, on est à presque le triple de la semaine passée, durant lesquelles elle a tiré 4 obus de chars d'assaut, 3 missiles anti-chars, 72 obus d'artillerie de 122 mm et 560 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc plus de 4 fois le score de la semaine passée, pour un total de 1628 munitions, donc là on est à presque 4 fois le score de la semaine dernière. Donc quand je disais la semaine dernière que quand je voyais autant d'armements lourds près de la ligne de front, c'était pas de bon augure, j'avais malheureusement raison. Voilà, la baisse de la semaine dernière n'était qu'une baisse temporaire des tirs. Là, on est reparti vraiment de manière très importante. Durant les dernières 24 heures, l'armée ukrainienne a violé 14 fois le cessez-le-feu et tiré 138 munitions contre les territoires de la RPD, dont 10 obus d'artillerie de 122 mm et 53 obus de mortier de 120 et 82 mm. Les tirs de cette semaine en RPD ont tué un soldat et une civile, je vais y revenir en détail un peu plus loin. Blessé 3 soldats aussi, 39 habitations ont été endommagées cette semaine, plus 2 durant les dernières 24 heures, ainsi que plusieurs pièces d'infrastructure, principalement des lignes électriques et des gazoducs. Du point de vue des armes lourdes, il y en a moins cette semaine près de la ligne de front. Les services de renseignement de l'RPD ont détecté 42 pièces d'équipement lourd côté ukrainien, entre autres un canon obusier D20 de 152 mm, un obusier automoteur Gvozdika de 122 mm, 8 véhicules de transport de troupes blindées BTR, 11 véhicules de combat d'infanterie BMP, 2 automitrailleuses BRDM, 4 véhicules de transport de troupes MTLB et 15 véhicules blindés. Donc on est quand même à beaucoup moins que la semaine dernière, mais bon, c'est toujours pas bon du tout. Et bien sûr, pour cacher tout ça, le brouillage des signaux des drones de l'OSCE se poursuit. Je vais vous montrer, comme d'habitude, une petite carte qui montre l'état de la situation. En tout cas, ceux de nos auditeurs qui ont vu le site-rep de la semaine dernière se souviennent que l'Ukraine avait demandé officiellement, soi-disant, une trêve dans le Donbass. Bon, comme vous pouvez le voir, malgré cette demande, l'armée ukrainienne continue de violer chaque jour le cessez-le-feu, pourtant, je rappelle, prévu par les accords de Minsk. Et donc là, après une semaine qui est un petit peu plus calme, l'artillerie lourde est de nouveau de sortie, les chars d'assaut aussi. Résultat, l'armée ukrainienne a intensifié ses bombardements, surtout contre les zones résidentielles de la République populaire de Donetsk. Samedi 28 mars, l'armée ukrainienne a tiré sur le village de Staro-Mikhailovka, d'abord avec des véhicules de combat d'infanterie, puis des obus de mortier de 120 mm et de l'artillerie de 122 mm, avant de passer aux armes légères et à la mitrailleuse lourde, puis aux lance-roquettes anti-chars et aux lance-grenades automatiques. Là, ils ont fait la totale, là, ils ont fait tout le panel. Si la plupart de ces tirs n'ont fait que des dégâts matériels, ils ont endommagé quand même 5 habitations dans le village de Staro-Mikhailovka ce jour-là. Les tirs à l'arme légère ont été fatals à une civile de 89 ans qui a été mortellement blessée. L'une des balles qui a été tirée par un soldat ukrainien depuis les positions de l'armée ukrainienne situées près de Krasnogorovka a traversé la fenêtre de la pièce où elle regardait la télévision et l'a touché en pleine tête. Voilà. Donc, c'est bien, quoi. Vous tuez des grands-mères de 89 ans. C'est génial. C'est crime de guerre, hein, ça, quand même, je le rappelle. Hein. C'est... Voilà. D'autres villages comme Yasnoye et Trudovski ont aussi eu de nombreuses habitations ainsi qu'une chaufferie endommagée par le tir de l'armée ukrainienne. Rien qu'entre le 28 et le 30 mars, on a eu 15 habitations endommagées en RPD par les bombardements de l'armée ukrainienne. Et le 30 mars, l'armée ukrainienne a tiré sur la zone proche de la station de pompage de Vassilievka à 9h45 du matin, au moment où avait lieu la rotation des équipes de travailleurs qui font fonctionner la station. Je rappelle que ça aussi, tirer sur une infrastructure civile vitale, c'est aussi un crime de guerre. Voilà, tirer sur une petite grand-mère de 89 ans, c'est un crime de guerre. Tirer sur la station de pompage de Vassilievka, c'est un crime de guerre. Voilà. Voilà, voilà.
Et puis ça s'est poursuivi par après, dans la semaine, puisque du 31 mars au 1er avril, l'armée ukrainienne a intensifié encore plus ses bombardements contre le territoire de la RPD, principalement contre les zones résidentielles de Donetsk, sa périphérie et Gorlovka, endommageant plusieurs habitations, ainsi des autobus et des trolleybus. Donc j'ai fait un reportage là-bas, je vous encourage à aller le regarder. Comme on peut le voir sur les graphiques du nombre de violations et des munitions tirées par l'armée ukrainienne contre les RPD depuis du 1er mars jusqu'au 1er avril, donc en un mois, on voit que la situation militaire n'a fait que se dégrader. Les bombardements de l'armée ukrainienne se multiplient. Non seulement le nombre de violations et de munitions tirées de manière générale, mais aussi le calibre des armes utilisées. Les victimes, comme je le disais, se multiplient chez les civils, chez les observateurs du CCCC aussi maintenant, comme vous vous en souvenez. Habitations civiles et infrastructures vitales sont, comme la station de pompage de Vassilievka, prises de nouveau pour cible de manière régulière par l'armée ukrainienne. La semaine dernière, on n'avait pas eu d'artillerie lourde, et bien, comme vous avez pu le voir dans les chiffres que j'ai donnés au début de ce site rep, elle est de retour. Les obus de mortier, comme vous avez pu le voir en termes de score, sont pas en reste non plus. Du 31 mars au 1er avril, donc l'armée ukrainienne a violé 35 fois le cessez-le-feu, tiré 427 munitions sur le territoire de l'RPD, donc c'est presque autant que durant l'entièreté de la semaine passée. En un jour, ils nous ont tiré presque autant que durant toute la semaine dernière, quand même. C'est juste énorme. Et donc, comme je le disais, les deux villes qui ont été principalement visées, ça a été Donetsk et Gorlovka. Il y a eu 3 habitations endommagées à Staromykhailovka, une à Trudovski et une dans le district de Kuybysheski à Donetsk, à la même adresse que les tirs de mortier du 17 mars. Donc voilà, ils continuent de viser ce pauvre immeuble qui est là, juste derrière la mosquée du district de Kuybysheski. À Gorlovka, c'est des tirs d'artillerie de 122 mm qui ont frappé un dépôt de bus et de trolleybus qui assure les transports en commun de la ville. Ça fait quand même longtemps qu'il n'y avait pas eu des tirs comme ça contre vraiment le centre-ville de Gorlovka. Jusqu'ici, depuis à peu près 2 ans, c'était surtout la périphérie. C'est vraiment la limite ouest ou nord, les petits villages comme Zaïtsevo, comme Golmovski ou Dolomit-Neuillet. Et là, ça a vraiment touché le centre, parce que vraiment ce dépôt est dans le centre de Gorlovka. Au vu du cratère laissé par un des obus, le tir semble avoir été mené depuis Novogorodskoye, où est stationnée l'armée ukrainienne. Je vais vous montrer une petite carte fournie par la représentation de l'RPD au sein du CCCC. Il y a eu 8 autobus et 4 trolleybus endommagés à divers degrés. Un des obus est tombé juste devant une rangée de bus Donbass presque neufs. Plusieurs sont, à mon avis, irréparables. Donc ce bombardement a privé Gorlovka de bus et de trolleybus qui sont indispensables au bon fonctionnement des transports en commun de la ville, devant le fait que plusieurs des autobus sont irréparables et que d'autres vont devoir passer pas mal de temps en réparation. Des hommes d'affaires de la ville de Gorlovka qui fournissent des services de transport ont mis à disposition leurs propres bus pour remplacer ceux qui sont endommagés jusqu'à réparation ou remplacement. Ces tirs, heureusement, n'avaient pas fait de victimes contre les civils, mais moi, quand je vois une escalade aussi importante en termes de bombardement, je suis pas du tout rassurée sur la suite de l'évolution de la situation. Je pense qu'on va continuer à aller crescendo jusqu'à une réelle escalade. C'est ce qui me fait un petit peu peur. Parce qu'il n'y a pas que le cessez-le-feu et la Convention de Genève que l'Ukraine viole. Si on regarde la partie un peu accord de Minsk, situation politique, eh bien, comme je le craignais, l'Ukraine revient sur sa signature concernant la création de ce conseil consultatif qui devait, je le rappelle, permettre de mener des négociations directes entre l'Ukraine, l'RPD et l'RPL pour mettre en œuvre le volet politique des accords de Minsk. Alors que ce protocole de création qui était signé le 11 mars prévoyait une signature définitive pour mettre en place cet organe de négociation directe entre l'Ukraine, l'RPD et l'RPL le 26 mars, eh bien Kiev est encore une fois revenu sur ce qu'elle a signé. Donc nos auditeurs qui ont écouté le site web la semaine dernière se souviennent qu'il y avait eu d'abord des déclarations de Yermak, qui était quand même celui qui avait négocié ce conseil consultatif avec Dmitri Kozak, le conseiller de Vladimir Poutine pour l'Ukraine et le Donbass. Donc le mec, il fait des négociations. Il obtient ce truc-là. Et juste après que c'est obtenu, paf, il fait rétropédalage, vitesse grand V. C'est quand même édifiant. Après lui, ça a été les députés de Zelensky, puis de plusieurs partis d'opposition qui, je rappelle, avaient dénoncé cette initiative. Il y en avait même qui avaient déposé un projet de loi pour déclarer que c'était illégal.
Et bien là, l'Ukraine est passée des mots aux actes. Ils ont refusé en fait de mettre par écrit leurs obligations concernant ce conseil consultatif lors de la réunion des groupes de contact qui a eu lieu par vidéoconférence le 26 mars 2020. Par vidéoconférence pour cause de coronavirus. Le sabotage a commencé dès le départ par l'absence à la vidéoconférence du représentant en chef de l'Ukraine, Leonid Kuchma. Celui qui était chargé de le remplacer n'a pas le même niveau de pouvoir pour négocier au nom de l'Ukraine. Donc dès le départ, les RPD étaient pas très optimistes et craignaient que les négociations soient complètement inefficaces. Et malheureusement, ça a été confirmé. L'attitude des représentants ukrainiens, en fait, ça a été de bloquer totalement le travail du groupe de contact. Je rappelle, alors que l'usage de la vidéoconférence a été rendu nécessaire, comme je le disais, par l'épidémie de coronavirus, l'Ukraine a utilisé ça comme prétexte pour ne pas enregistrer par écrit ses obligations concernant le protocole de création du conseil consultatif avec les RPD et les RPL, ainsi que d'autres procédures pour le groupe de contact. Donc il faut savoir qu'en fait, lors de la réunion du 11 mars, en plus de ce protocole, il y avait un mécanisme assez constructif d'enregistrement écrit des obligations des différentes parties qui a été proposé, qui implique entre autres l'accord et l'approbation du protocole, d'un ordre du jour détaillé de la réunion, les instructions du groupe de contact au groupe de travail, ainsi que les décisions finales issues des négociations. Et là, l'Ukraine a refusé d'appliquer ce système lors de la réunion du 26 mars. Un sabotage qui a été permis par l'absence de position active du coordinateur de l'OSCE, qui n'a pas franchement insisté pour soutenir cette nouvelle procédure. Je sais pas à quoi vous servez, les mecs. Voilà, déjà, la semaine d'avant, vous n'avez pas enregistré dans votre rapport le fait qu'un observateur du CCCC a été blessé par des tirs de snipers ukrainiens. Là, lors des négociations par vidéoconférence, vous faites pas votre boulot de coordinateur non plus. Enfin, bon, on vous paye à quoi, en fait? C'est la grande question. Bon, forcément, quand personne les pousse au cul, eh bien, l'Ukraine a rejeté tous ses engagements, y compris ceux concernant les mesures de contrôle additionnelles de la trêve, vous savez, celles que l'Ukraine prétend réclamer, à la Russie, en plus. Ils n'ont pas non plus approuvé l'échange de prisonniers. Alors c'est délirant parce qu'on a eu Yermak, toujours lui, qui a oui, bientôt on va pouvoir organiser un échange de prisonniers avec les deux républiques populaires. Mais en fait ils ont tout saboté. Enfin, ils essaient vraiment de continuer à se donner la bonne image, tu vois, en mode oui, on fait le maximum, on va organiser ça bientôt, mais en fait ils sabotent tout. Donc voilà. Ils n'ont pas non plus signé les minutes, donc l'enregistrement des discussions de la réunion. Résultat, 10 heures de négociations jetées à la poubelle à cause de l'attitude destructrice des représentants ukrainiens. C'est bien quand même, les RPD et les RPL, elles, ont tenu à montrer qu'elles soutiennent la création de ce conseil consultatif. Elles ont donc signé via leurs représentants au sein du groupe de contact le protocole de création qui a été élaboré et que l'Ukraine a refusé. Les RPD a publié d'ailleurs le protocole signé par Natalia Nikonorova, la ministre des Affaires étrangères, pour que le public puisse voir que la République soutient les initiatives visant à faire avancer le règlement pacifique du conflit, et puis voir qui c'est qui fait le sabotage. Voilà. Face à l'évidence du sabotage de la création de ce conseil consultatif par l'Ukraine, Kiev maintenant essaye de botter en touche, d'offrir une pseudo-justification à son refus. Alors là, ils nous ont sorti qu'il faut que la création de ce conseil consultatif soit validée par les pays du format Normandie. Or, je rappelle que comme l'Ukraine n'applique aucune des décisions qui ont été prises lors du précédent sommet, à Paris, l'année dernière, la prochaine réunion, elle n'est pas prête d'avoir lieu. C'est encore une fois la technique du serpent qui se mord la queue, la bonne vieille technique que l'Ukraine utilise depuis quasiment les débuts de la signature des accords de Minsk. Ça bloque totalement le processus de règlement pacifique du conflit. Natalia Nikonorova, donc la ministre des Affaires étrangères de l'RPD, a dénoncé cette technique. Elle a rappelé que si les pays garants qui composent le format Normandie doivent être consultés pour ce qui est de la participation de leurs représentants dans ce conseil, l'accord de principe pour la création de l'organe consultatif a déjà été conclu et donné par le format Normandie. Donc vous allez demander au format Normandie, qui n'aura pas lieu parce que vous n'appliquez pas ce qui a été conclu la dernière fois, de revalider ce qu'ils ont déjà validé. C'est n'importe quoi. Donc on voit vraiment que l'Ukraine continue de chercher sans arrêt toutes les excuses les plus bidons possibles et inimaginables pour pas appliquer ce qu'elle a signé, y compris donc ce protocole de création du conseil consultatif, comme je le disais, l'échange de prisonniers, les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu. Et donc là, le problème c'est que ce conseil consultatif,
C'était une façon d'essayer de faire avancer le volet politique des accords de Minsk qui est toujours complètement à l'arrêt depuis le début. Or, si ce volet n'avance pas, le volet sécuritaire n'avance pas non plus. Parce que tant qu'aucune des deux parties ne voit d'issue au conflit, la situation reste instable et donc ça permet ces violations continues du cessez-le-feu. Donc, là j'ai vu la France et l'Allemagne qui ont dit oui, il faut que les deux parties adhèrent au cessez-le-feu, gna gna gna. Oui, mais il suffit pas de dire il faudrait que, il n'y a plus qu'à, gna gna gna, il faudrait que. Non, à un moment, il faudrait que vous poussiez au cul au niveau de l'Ukraine pour qu'elle arrête de saboter sans arrêt les négociations et les initiatives. Là, c'est du sabotage évident de la mise en œuvre du volet politique des accords de Minsk. Arrêtez de dire oui, il faut que les deux parties... Non, dites clairement à l'Ukraine, maintenant ça suffit les conneries. Si vous voulez continuer à vous soutenir et à vous aider, vous appliquez ce que vous avez signé. Parce que pendant ce temps-là, pendant que vous faites des petites déclarations débiles et lénifiantes et que vous fermez votre gueule sur les trucs les plus importants, c'est les civils du Donbass qui le payent de leur vie. Hein, voilà, on a une petite grand-mère qui s'est fait tuer chez elle alors qu'elle regardait tranquillement la télé. Je vais dire, à un moment, faut arrêter, quoi. C'est plus possible. C'est vraiment plus possible. Surtout que bon, pour l'instant, comme on le voit, le coronavirus a pas vraiment d'influence sur le nombre de bombardements de la part de l'armée ukrainienne. En RPD et en RPL, ça y est, on a les premiers cas. Donc on avait une relative protection qui a été offerte par le fait qu'on est en fait sous blocus total de l'Ukraine et qu'on n'est pas relié de manière directe, puisqu'on n'a pas d'aéroport fonctionnel au reste du monde. Donc ça nous avait quand même un peu préservé pendant un certain temps. Mais donc là, le 30 et le 31 mars, la RPL puis la RPD ont annoncé leur premier cas officiel de coronavirus. Donc 4 semaines après l'apparition du premier cas de coronavirus en Ukraine, c'est la RPL qui la première a annoncé le 30 mars la détection du premier cas de Covid-19 sur le territoire de la République. La personne est traitée à l'hôpital, tous ses proches ont été testés, pour l'instant tous sont négatifs. Ça a pris un peu de temps parce que la République fait passer d'abord un premier test rapide, puis fait confirmer par un deuxième test plus récent, plus efficace, mais ça prend un peu de temps. En plus de ce cas confirmé, il y a 270 personnes toujours en observation à l'hôpital en attendant le résultat de leur test. Quelques jours avant l'annonce du premier cas officiel de coronavirus en RPL, les autorités ont annoncé de nouvelles mesures pour endiguer la propagation de l'épidémie. Toutes les écoles et les universités, les instituts scolaires sont passés en mode enseignement à distance. Ils ont fermé les cafés, cantines et restaurants, sauf pour les plats à emporter. Interdiction d'emmener des enfants à des événements publics. La RPL a aussi transmis des recommandations à la population pour réduire la vitesse de propagation du coronavirus, comme le fait de ne pas se rendre dans des endroits où il y a du monde sans une bonne raison, de respecter les règles d'hygiène et pour les personnes âgées, de sortir le moins possible de chez elles. Et afin de les aider, donc les personnes âgées mais aussi les personnes fragiles, celles qui ont des problèmes de santé, à rester confinées chez elles. Il y a plus de 150 volontaires du mouvement Paix pour la région de Lugansk qui se sont proposés, qui ont suivi un cours spécial fourni par un infectiologue de l'université de Lugansk pour apprendre les mesures de prévention contre le coronavirus pour éviter de risquer de transmettre aux personnes qui vont aider. Parce que bon, là par exemple j'ai vu des statistiques qui sont tombées depuis la Russie, parce qu'ils ont testé quand même pas mal de personnes maintenant, ils se sont rendus compte qu'il y a plus de 20% des gens qui sont positifs au coronavirus qui sont totalement asymptomatiques. Donc il y a une personne sur 5 qui ayant le virus n'a aucun symptôme, mais elle est contagieuse, donc elle peut transmettre le virus, mais elle ne va pas développer les symptômes de la maladie. Et donc ces volontaires qui ont été formés iront acheter l'eau, la nourriture et les médicaments pour les personnes confinées pour éviter qu'elles ne sortent de chez elles. Et le lendemain de l'annonce par la RPL de son premier cas de coronavirus, c'est la RPD qui a annoncé elle aussi son premier cas. Comme en RPL, il s'agit d'une personne revenue d'un foyer d'infection, donc c'est une dame qui était allée à Moscou avec son mari et son fils. Tous ses proches ont été hospitalisés par précaution et sont en observation, et c'est son fils de 2 ans en fait qui a été déclaré comme étant le deuxième cas le lendemain
Les deux sont hospitalisés dans 2 chambres séparées dans le département d'infectiologie sous traitement. La mère a une forme moyennement grave du Covid-19, donc elle n'a pas pour l'instant une forme sévère. Le fils, par exemple, est asymptomatique. Donc le petit garçon, lui, pour l'instant, n'a pas de symptômes. Et un 3e cas a été annoncé hier, un homme de 62 ans qui s'était rendu en Ukraine au mois de mars. Il est hospitalisé lui aussi au service des maladies infectieuses. Son état est satisfaisant. Sa température est de 37,1. Il n'a pour l'instant pas de toux ni de dyspnée. Sa femme a été isolée. Les résultats de ses tests seront communiqués bientôt. Tous les citoyens qui ont été en contact avec ces personnes sont en mode autoconfinement et seront testés. Des mesures de désinfection ont été aussi prises sur leur lieu de résidence. Pour l'instant, on a en RPD 9410 personnes en confinement à la maison, dont 8178 sont des personnes qui sont revenues de l'étranger et 126 personnes sont à l'hôpital sous supervision médicale. Donc devant l'évolution de la propagation du coronavirus, l'RPD a fermé 3 des 4 points de passage de la frontière avec l'RPL. Seul celui de Debaltsevo est encore opérationnel et des mesures de désinfection des véhicules venant de Russie et du RPL a été instaurée à la frontière. Le ministère de la Santé a ajouté aux mesures de prévention déjà existantes des recommandations pour les entreprises, comme des mesures supplémentaires de désinfection des locaux, de ne pas autoriser un employé qui présente des symptômes d'infection, de maladies respiratoires à venir travailler, dire clairement quelqu'un qui commence à tousser, etc., vous l'envoyez à la maison, pousser les employés à ne pas voyager à l'étranger, et de favoriser le télétravail autant que faire se peut. Denis Pouchiline, le chef de l'RPD, a signé un décret durcissant les conditions du régime d'alerte. Désormais, les personnes venant de RPL et de Russie, mais aussi les personnes qui vivent avec elles, doivent observer le régime de quarantaine à la maison de 14 jours et appeler pour qu'un médecin passe les voir si jamais des symptômes respiratoires apparaissent. Ce décret institue aussi que jusqu'au 17 avril, les citoyens de RPD de plus de 65 ans doivent rester chez eux, sauf pour ceux dont la présence sur le lieu de travail est essentielle. Les citoyens confinés seront contactés rapidement, une assistance sociale leur sera fournie. Les activités de divertissement culturel et sportif sont désormais interdites, y compris dans les parcs et centres commerciaux, et les restaurants doivent fermer à 18 h, sauf pour les repas à emporter. Il est recommandé aux citoyens de ne pas se rendre à l'église, à la synagogue ou à la mosquée pendant cette période et de respecter la distance d'1 mètre dans les lieux publics. D'ailleurs, dans les supermarchés, je suis allée faire mes courses hier, il y a des marquages au sol, au niveau des caisses, pour te dire en fait où chacun doit attendre pour respecter la distance d'1 mètre. Je vais vous montrer un petit peu des images. Un bon tiers des gens portent déjà des masques dans la rue et dans les magasins, que ce soit des masques chirurgicaux ou des masques en tissu, beaucoup de masques en tissu. Je vois déjà des petites boutiques qui en vendent, donc ça c'est quand même une très très bonne chose. Les vendeurs dans les supermarchés, ils ont tous des masques de protection et ils ont soit des gants, soit ils se désinfectent les mains entre chaque client. Donc ça c'est quand même, enfin je veux dire, et dans plusieurs, comment dire, institutions comme la Poste du Donbass, la Banque Centrale de l'RPD, les supermarchés d'État, donc les Prawie Respublikanski, ils exigent que les visiteurs soient munis de masques de protection pour pouvoir rentrer, tout simplement. Voilà. Et de respecter la distance de 1,50 m à 2 mètres entre chaque personne. Les chauffeurs de taxi doivent aussi porter des masques et faire désinfecter leur voiture 2 fois par jour. Hein. Voilà. Il y a aussi pas mal de communication sur les informations sur le temps de survie du virus, sur différents matériaux, les symptômes, la distance physique appliquée, le lavage des mains, les recommandations sur le port du masque. Tout ça, c'est diffusé de manière très régulière via différents médias et les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'ai vu que parmi ceux qui portent des masques, il y a beaucoup de jeunes. C'est beaucoup de jeunes et des personnes âgées. Donc, c'est souvent des petits jeunes hein, de 15 à 25 ans, soit les personnes âgées, qui sont les deux populations les plus conscientes et qui appliquent bien les mesures de précaution. Donc les gens sont conscients des risques, mais sans panique. Il n'y a pas de pénurie de nourriture ni de papier toilette. La population se plie à ces nouvelles règles sans difficulté. Bon, faut dire que ça fait 6 ans qu'on vient en état de loi martiale, donc du fait de la guerre, hein, la population et de l'RPD et de l'RPL a l'habitude de ce type de contraintes. Les deux républiques travaillent avec la Russie et l'OMS pour endiguer le coronavirus, pour
endiguer au mieux la propagation. Donc les deux républiques ont établi une coopération avec la Russie, qui a envoyé des tests de dépistage aux deux républiques. La RPD a indiqué aussi utiliser la même méthodologie de traitement et les mêmes médicaments contre le coronavirus que la Russie, dont elle reçoit les informations scientifiques les plus récentes sur cette question. Et donc, par exemple, le ministère russe de la Santé a inclus, entre autres, plusieurs interférons, mais aussi le couple hydroxychloroquine plus azithromycine dans la liste des médicaments recommandés pour traiter le coronavirus. Donc voilà. Je pense que c'est quand même assez édifiant quand même, hein, de voir que la Russie prête beaucoup plus d'attention voilà, aux travaux entre autres du docteur Raoult. Une autre combinaison basée sur un autre antipaludéen, la mefloquine, avec un antibiotique, elle aussi, est proposée aussi comme traitement en Russie. Il y a aussi eu un accord conclu entre la RPD et l'OMS pour la fourniture d'équipements de protection, à savoir des masques, des gants, des lunettes, des blouses et des combinaisons de protection pour le personnel soignant. Le jour d'aujourd'hui en Ukraine, il y a actuellement 1096 cas de coronavirus, dont 28 morts, et le pays est en état d'urgence. En Russie, il y a 4731 cas de coronavirus, dont 43 morts, et Vladimir Poutine a annoncé la prolongation du confinement, hein, qui normalement devait durer une semaine. Il est prolongé jusqu'à la fin du mois d'avril. Voilà. Si on regarde bien la situation générale en Ukraine, ça y est. Dans la nuit du 30 au 31 mars, la Rada a voté la levée du moratoire sur la vente des terres agricoles et la loi anti-Kolomoïski, qui était demandée par le FMI pour fournir une nouvelle tranche d'aide à l'Ukraine et lui éviter le défaut de paiement. Donc il semble que dans le bras de fer qu'il opposait au FMI, Zelensky est tombé sur plus opiniâtre que lui, contre la promesse du FMI d'accorder 8 à 10 milliards de dollars à l'Ukraine. Zelensky a vendu le pays à la découpe et en plus semble bien s'être aliéné l'oligarque Igor Kolomoïski au risque de perdre une partie du soutien de ses députés qui lui sont affiliés. Cette nuit-là, la Rada devait étudier 3 choses. La révision du budget 2020 pour tenir compte de l'épidémie de coronavirus, réallouer des fonds pour lutter contre la propagation. La loi surnommée anti-Kolomoïski, dont le but en fait est d'empêcher d'anciens propriétaires de banques de pouvoir récupérer leur entreprise si elle a été nationalisée, même s'il y a eu des vices de procédure. Ce qui est le cas de la private bank qui appartenait à Kolomoïski. Le but de cette loi, c'est de leur dire au mieux, vous pouvez obtenir une compensation financière pour le préjudice subi. Et surtout la loi concernant la levée du moratoire sur la vente des terres agricoles. Ces deux dernières lois étaient exigées par le FMI pour débloquer une nouvelle tranche d'aide à l'Ukraine. Donc il semble que malgré la situation catastrophique dans laquelle l'économie ukrainienne a été plongée par les mesures prises par le gouvernement ukrainien, à dessein ou pas, ça je laisse la question ouverte, le FMI n'a pas été ému le moins du monde et a insisté pour que ces deux lois soient votées par la Rada comme prérequis au déblocage d'une tranche d'aide qui pourrait aller, je dis bien avec beaucoup de guillemets, jusqu'à 10 milliards de dollars, 5,5 de programme d'aide sur 3 ans et 4,5 milliards pour faire face au coronavirus. Or, la révision du budget 2020 s'est pas du tout passée comme Zelensky l'avait prévu. Il y a eu une forte opposition face au changement proposé, ce qui a obligé Zelensky à revoir sa copie, réviser sérieusement à la baisse le budget proposé pour lutter contre le coronavirus. Et malgré ça, la deuxième mouture du budget 2020 n'est pas passée le 30 mars au soir. Le problème, c'est que si l'Ukraine n'arrive pas à redistribuer les fonds entre les différents secteurs pour dégager le budget nécessaire pour faire face aux conséquences économiques du coronavirus, c'est la banqueroute assurée. Et donc, Zelensky n'a pas eu d'autre choix que de se plier aux exigences du FMI pour obtenir l'aide de l'institution. Il a donc fait voter les deux lois problématiques par la Rada en pleine nuit, alors que le pays est en état d'urgence et les gens confinés chez eux, ce qui est bien pratique pour éviter les manifestations de protestation. Et puis, surtout celle contre la vente des terres agricoles, parce que je rappelle qu'une majorité de la population ukrainienne est contre. Zelensky et les députés ukrainiens étaient tous équipés de masques pour éviter la contamination. Certains même portaient des combinaisons de protection. Je vous montrerai une petite photo. Mesure rendue nécessaire par le fait que 2 députés ukrainiens ont attrapé le coronavirus. Certains députés du parti présidentiel ont pris cela comme excuse pour ne pas venir. D'abord à une réunion du parti il y a quelques jours, puis le fameux soir où devait avoir lieu ce vote. La raison réelle derrière leur absence semble en fait tenir à leur lien avec Kolomoïski, le fameux oligarque qui a soutenu et financé Zelensky. D'après le média ukrainien Liga, c'est à cause de la loi surnommée anti-Kolomoïski que la majorité présidentielle se fissure, puisque cette loi concernant les banques qui ont été nationalisées par l'État ukrainien était réclamée depuis longtemps par le FMI, mais jusqu'ici Zelensky freinait des cas de fer.
D'après l'IGA, jusqu'ici le discours du gouvernement de Zelensky, c'était qu'ils allaient essayer de gruger le FMI. C'est-à-dire de coordonner la loi avec Kolomoïski lui-même pour faire une mouture qui lui convienne. Et faire croire ensuite au FMI que si la loi elle est merdique et mal conçue, c'est de la faute des députés. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Là, en fait, ils ont voté une loi qui, semble-t-il, n'a pas du tout été approuvée par Kolomoïski, ce qui a provoqué l'hystérie parmi les députés liés à l'oligarque. Ils ont soumis un projet de loi alternatif, ils ont même appelé Zelensky à faire officiellement défaut, c'est-à-dire de dire clairement le pays est en faillite. Hein, ils ont dit il n'y a rien de mal à ça. Bon, Zelensky n'a pas voulu aller dans cette direction. Et donc, dans la nuit du 30 au 31 mars, on a 35 députés de son parti qui sont officiellement pas venus. Bon, en réalité, c'est beaucoup plus, je vais vous expliquer pourquoi. Et 2 ont même voté contre la loi concernant la levée du moratoire sur la vente des terres agricoles, ce qui a privé Zelensky de sa précieuse majorité. Il s'est retrouvé avec seulement 206 députés votant pour la levée du moratoire, et donc il a été chercher une coalition avec le parti de Poroshenko et le parti Voix et le parti Confiance pour obtenir la majorité de 226 députés. Or, d'après Andrei Portnov, l'avocat qui avait permis le lancement de procédures judiciaires contre Poroshenko, des négociations auraient eu lieu entre l'ancien président et Zelensky, ce dernier promettant d'abandonner les poursuites judiciaires contre son prédécesseur en échange du vote de son parti. C'est beau l'Ukraine. Démocratie, tout ça. Bon, bien sûr, le parti Patrie de Timoshenko et la plateforme d'opposition ont voté contre la levée du moratoire sur la vente des terres agricoles. Ils ont d'ailleurs déposé des motions pour empêcher la signature de la loi et donc son entrée en vigueur, puisqu'il s'agissait du deuxième et dernier passage de la loi devant la Rada. Les députés de la plateforme d'opposition ont déclaré que ce vote avait lieu sur fond de violation grossière du règlement du Parlement et de la Constitution ukrainienne, puisqu'il n'y avait que 126 députés présents physiquement dans la Rada, ce qui est bien loin des 226 nécessaires pour faire voter une loi. En clair, presque tous les députés ukrainiens ont voté pour un de leurs collègues, en plus de leur propre vote. C'est beau. Si on se plonge un peu dans le contenu de cette loi sur la levée du moratoire sur la vente des terres agricoles, certains points peuvent sembler rassurants, mais la réalité du terrain et la corruption endémique en Ukraine font tirer la sonnette d'alarme à plusieurs analystes, blogueurs, politiciens et politologues. Si au départ la limite de surface qui peut être détenue par une seule personne physique est de 100 hectares, et que pour l'instant le marché est ouvert que pour les personnes physiques, donc les gens, dès le 1er janvier 2024, les sociétés pourront acheter des terres agricoles à leur tour. Et la limite sera alors de 10 000 hectares. C'est ouais. La vente de terres agricoles et de terrains appartenant à l'État et aux municipalités leur est en principe interdite, mais je vais revenir là-dessus un petit peu après. Les banques pourront recevoir de telles terres comme garantie d'un crédit, à condition que ces terrains soient vendus aux enchères dans les 2 ans qui suivent en cas de saisie. Le prix des terres agricoles à la vente ne pourra pas être inférieur à leur valeur normative, du moins jusqu'au 1er janvier 2030. Et enfin, la vente de terres aux étrangers doit être validée par un référendum national. Bon, ça c'est sur le papier. Voilà, ça c'est la théorie. Regardons la pratique. La pratique, c'est que le prix à l'hectare en Ukraine n'atteindra même pas les $1000 d'ici 2030. Pour comparaison, en Lettonie, qui a le prix par hectare le plus bas de toute l'Union européenne, il s'élève à $1400. Même en Roumanie, l'hectare est à $1750, $4600 en Bulgarie et $10 000 en Pologne. Donc en clair, acheter des terres en Ukraine, ça va être très rentable pour les acheteurs, vu que le prix à l'hectare actuel est très largement sous-évalué. Or, je rappelle, 40% des terres agricoles ukrainiennes sont du tchernosium, une terre très fertile qui vaut bien plus que $1000 à l'hectare. Je vous le dis tout de suite. L'autre problème, c'est que même à ce prix, les petits agriculteurs ukrainiens n'ont pas les moyens de racheter les terres qu'ils utilisent. Ça, c'est un point que j'avais déjà souligné lors d'un de mes premiers articles sur ce sujet. En clair, ce sont les oligarques, les sociétés et les gros agriculteurs qui ont des moyens qui vont bénéficier de cette manne, tout concentré entre leurs mains, comme lors de la privatisation des entreprises dans les années 1990 après l'effondrement de l'URSS. C'est comme l'expliquait Alexandre Skupchenko, le chef du syndicat de l'immobilier ukrainien. En réalité, cette loi va permettre aux spéculateurs comme Soros de dépasser les limites prétendument fixées grâce à une petite astuce qui a été inclue dans la loi, qui est le droit de transfert par le locataire, le premier droit de rachat, sur lequel le propriétaire du terrain ne peut pas influer. C'est-à-dire que voilà, si en tant que locataire d'un terrain, je peux décider de vendre mon premier droit d'achat personnellement à Soros,
Et en tant que propriétaire du terrain, vous devez vendre votre terrain à Soros. Vous n'avez pas le droit de refuser. Et dans le cadre de ce régime, tous les terrains loués à partir du 1er juillet 2020 vont s'envoler par paquet entier vers les spéculateurs, sans limite de 100 hectares. Voilà, donc ça c'est la première petite astuce. Pour lui, d'ailleurs, pour Skupchenko, ce sont les terres de l'État qui partiront les premières vers de tels spéculateurs, grâce au fait que le cadastre n'est pas du tout à jour. J'en avais parlé lors d'un de mes premiers articles. Beaucoup de terres de l'État ne sont pas enregistrées comme telles, et donc cette loi va apporter aucun développement de l'agriculture, aucun investissement dans l'industrie, ni aucun bénéfice supplémentaire pour les villages ukrainiens. L'autre moyen de contourner la limite a été exposé par l'économiste ukrainien Alexei Kouch. Il s'agit de créer des propriétaires fictifs qui en réalité appartiennent tous à un même groupe ou une même famille, technique proche de celle que j'avais annoncée l'an passé comme moyen de contourner cette limite, qui était celle des sociétés écrans, parce que comme il l'explique, sans mécanisme pour contrôler la concentration fictive de terre, la limite de 100 hectares, elle est mort-née. Tout le monde sait très bien qu'en Ukraine fonctionnent ce qu'ils appellent des conglomérats FOP, c'est des conglomérats d'auto-entrepreneurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand vous avez un réseau commercial, des sociétés postales, des entreprises de bijoux, qui appartiennent tous en fait à une seule enseigne d'entreprise, et vous avez des centaines d'auto-entrepreneurs enregistrés sur des parents, des amis, des employés, qui permettent de réaliser des milliards de transactions sur un seul numéro fiscal. Et en fait, il dit, mais qu'est-ce qui va empêcher les propriétaires de créer les mêmes conglomérats de centaines de propriétaires terriens fictifs? Rien. Il dit en plus, ils vont pouvoir minimiser les risques éventuels en prenant ces actions en garantie de prêts fictifs, et l'ouverture du marché foncier aux personnes morales est calculée avec précision pour atteindre le point bas de l'économie lorsque la souveraineté du pays sera réduite à un point tel que y a peu de chances que le Parlement soit capable de résister à la confiscation des biens fonciers au profit des créanciers qui ont déjà inventé pour l'avenir, comme il l'a dit, 400 façons relativement honnêtes de spolier la population de ces terres. Voilà. Andrei Portnov, toujours lui, a dénoncé le vote de cette loi concernant la levée du moratoire sur la vente des terres agricoles comme étant une trahison par le pouvoir en place de ses électeurs. Et il a annoncé qu'une nouvelle période commence dans le pays, l'effondrement et la dislocation de l'État. Un point de vue partagé par Anatoly Chary, le blogueur, qui a déclaré que la prochaine étape après la vente des terres serait le découpage du territoire national en plusieurs morceaux. Il a dit, je cite, « Je pense qu'il s'agit d'options du type Yougoslavie. Notre faction politique a un plan et je vais énoncer ce plan. Allez vous faire foutre, on ne rembourse pas les dettes. » Voilà, il a été assez direct. Alexandre Goncharov, un économiste ukrainien, a quant à lui critiqué le fait que l'Ukraine se soit couchée comme ça devant le FMI, en soulignant que le crédit accordé par l'institution ne sauvera pas le pays. Il a dit, ce soir, nos députés ont voté en urgence pour que le FMI mette le tchernosium ukrainien aux enchères en échange d'un soutien financier du Fonds et de la Banque mondiale d'un maximum de 10 milliards de dollars. Mais ce prêt ne nous sauvera pas, car en 2020, l'Ukraine doit rembourser sa dette qui s'élève à plus de 14 milliards de dollars. Qu'est-ce que c'est? De la stupidité ou de la négligence? Dans ces conditions difficiles de pandémie de coronavirus, les autorités ukrainiennes auraient dû négocier de manière ferme et constructive avec les créanciers, en insistant sur la restructuration de nos obligations avec l'annulation obligatoire d'une partie importante de notre dette, comme on fait dans des conditions plus favorables la Pologne, la Grèce, l'Argentine et d'autres pays. Ce forcing de Zelensky pour faire voter cette loi et son alliance avec Poroshenko pour y parvenir pourrait coûter cher au président ukrainien actuel, mais aussi à l'Ukraine elle-même. La majorité de la population ukrainienne ne veut pas de cette levée du moratoire, comprenant que ça va encore plus l'appauvrir et de la dépouiller du peu qu'il lui reste. Et en plus, c'est pas garanti que le FMI donnera la totalité de la somme promise à l'Ukraine. Hein, parce que je rappelle que quasiment à chaque fois, l'institution interrompt son aide en milieu de programme, parce que l'Ukraine ne se plie pas aux règles, qu'il y a des détournements de fonds, que la corruption est toujours galopante, et que ça va augmenter encore le niveau d'endettement du pays, sans être sûr que ça va réellement, enfin que le programme va aller jusqu'au bout, et qu'ils vont obtenir la somme promise. Ce sont des décisions court-termistes, et chacune de ces décisions rapproche l'Ukraine un peu plus de l'effondrement et de l'éclatement. C'est un scénario qui est tellement visible que maintenant, il est énoncé par des personnes publiques aussi différentes que Dmitry Gordon, Anatoly Chary, Mikhail Saakashvili ou Andrei Portnov. Moi, ce que je vois, c'est que l'Ukraine va être vendue à la découpe, morceau par morceau, jusqu'à ce que l'État ne contrôle en réalité plus rien dans le pays, augmentant le risque que ce dernier s'effondre et se disloque, faute d'autorité capable de maintenir ensemble les différentes parties de l'Ukraine. Donc voilà, c'est
C'est ça la situation. Alors j'ai pas de pendant ce temps-là à Kiev, mais j'ai une petite blague comme ça, un petit peu sur le coronavirus. J'ai une amie ici qui m'a rapporté une discussion qu'elle a eue avec des amis de Moscou. Qui était paniqué à l'idée de se retrouver avec un couvre-feu. Oh mais tu te rends compte, ça c'est horrible, tu vois, vraiment le bout du monde. Et l'ami en question qui habite ici à Donetsk depuis le début de la guerre leur a dit, dites les gars, nous ça fait 6 ans qu'on vit avec le couvre-feu et la loi martiale, on n'en est pas mort, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, vous allez y survivre. Donc voilà, c'était des petits trucs un peu drôles où effectivement nous on prend tout ça avec beaucoup de recul. Voilà, on se prépare, on fait attention, on est conscient des risques, mais il n'y a pas de panique. Et donc voilà, donc c'est pas le bout du monde, hein. Le couvre-feu, le confinement, voilà, vous allez pas en mourir, promis. Donc voilà la situation. J'espère quand même que ça va se calmer un petit peu au niveau militaire, parce que comme je l'ai dit, là pour l'instant c'est très très mal parti. Je vous ai parlé de la situation RPD, moi RPL c'est pareil, il y a eu aussi pas mal de bombardements. Et moi ça m'inquiète parce que je vois vraiment que là l'Ukraine sabote de plus en plus ouvertement la partie négociation accord de Minsk, et dans le même temps que les bombardements augmentent. Et donc ma crainte c'est qu'à un moment ou à un autre, en fait, il provoque une escalade pour justifier en fait de jeter les accords de Minsk à la poubelle. Le but étant de provoquer nos soldats à répondre à leurs tirs. Donc voilà la situation. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour le 185e rapport de situation sur le Donbass.